Bonjour, bienvenue à Planète Terre. La décision du président des États-Unis, Donald Trump, de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël a fait couler beaucoup d'encre. C'est la première fois qu'un grand pays fait ce pas très symbolique. Mais est-ce que c'est une mauvaise chose pour autant? C'est la question qu'on va poser à nos deux invités en studio avec nous pour en parler aujourd'hui. D'abord, le politologue Vincent Romani, qui est spécialiste de la politique et de la société palestinienne, professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Vous avez vécu 3 ans dans les territoires occupés palestiniens. Bonjour. Bonjour. Et également Stéphane Winter, lui aussi de l'UQAM, professeur d'histoire, spécialiste du Proche-Orient à l'époque ottomane, donc grosso modo les 4 siècles qui ont précédé la Première Guerre mondiale. Exact. Merci d'être avec nous. D'abord, première question, concrètement, qu'est-ce que ça signifie, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, outre le fait que les États-Unis vont déménager leur ambassade là-bas, mais dans les faits, qu'est-ce que ça change? Bien, en fait, on a beaucoup de difficultés à repérer le changement dans la mesure où la continuité de politique étrangère états-unienne depuis plusieurs décennies maintenant est celle d'un alignement assez total en fait sur les souhaits, les demandes israéliennes, sur l'agenda politique israélien. Les parlementaires états-uniens ont voté en 1995 le transfert de la capitale de l'ambassade états-unienne de Tel Aviv à Jérusalem. Et donc aujourd'hui, la continuité s'interprète en fait comme étant juste la fin d'une dernière retenue états-unienne. C'est l'exécutif états-unien, la présidence, qui retenait le transfert de la capitale. Et aujourd'hui, il a arrêté de retenir ce transfert. C'est ça, c'est la conséquence d'une décision qui est vieille de plus de 20 ans. Et d'ailleurs, oui. Pourquoi on a systématiquement, tous les 6 mois, depuis 20 ans, 22 ans, reporté cette reconnaissance de facto? Alors, pour le dire vite, ce n'est absolument pas, évidemment, le sort des Palestiniens et des Palestiniennes qui était un paramètre de décision du côté de l'administration états-unienne. C'était la géopolitique, la configuration des alliances états-uniennes dans la région qui faisait que on se gardait une petite gêne de signer le transfert de l'ambassade qui signalerait en fait une acceptation totale de la conquête par la force, de la conquête de territoire par la force. Et pourquoi le faire maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Alors, on voit un alignement qui est conjoncturel de politique étrangère entre la diplomatie saoudienne, la politique étrangère et la politique intérieure israélienne, et de même du côté états-unien. On pourrait même parler d'un alignement des suprémacismes, en fait. Le suprémacisme juif ultra-sioniste sur les territoires occupés palestiniens, dont Jérusalem-Est fait partie, le suprémacisme dont se prévaut une bonne partie de la base électorale de Donald Trump, et enfin, un suprémacisme sunnite saoudien dans la région qui est très nouvellement ultra-militarisé et qui voit en commun avec Israël et avec la diplomatie israélienne et en commun avec la diplomatie, la politique étrangère états-unienne, l'ennemi commun iranien. D'accord. Oui, allez-y. J'ajouterais peut-être que, il y a une expression aux États-Unis, all politics is local politics. Ça dépend tellement des constellations à l'intérieur des États-Unis. Toute décision politique est une décision de politique intérieure. C'est ça. Et le souci principal de Donald Trump semble avoir été de se démarquer de ses prédécesseurs. Il a mis l'accent là-dessus dans sa déclaration. Il ne veut pas être confondu du tout avec Obama, ni ses prédécesseurs, dont plusieurs ont fait la même promesse. Lui, il veut montrer que c'est celui qui tient promesse. Alors, c'est quand même étonnant de voir qu'une décision aussi intéressante puisse reposer sur des considérations de politique intérieure, non? Non, je ne crois pas que c'est étonnant parce que c'est comme ça pour la plupart du temps. D'accord. Restons avec vous, M. Winter, pour aborder un peu l'histoire de Jérusalem qui est disputée depuis des siècles. Votre spécialisation, c'est la période ottomane, mais même avant ça, la ville a été été disputée pendant des siècles. Pourquoi le monde a toujours accordé autant d'importance à cette ville-là? Je ne sais pas si c'est le monde entier, mais certainement en Occident, on a souvent eu l'impression, l'attitude que ça nous appartient quelque part. Ah oui? Surtout dans la civilisation occidentale chrétienne. On peut invoquer les croisades déjà, ou le zionisme du 19e siècle, à cause du symbolisme très très fort, non seulement dans le judaïsme, mais dans
dans l'islam et le christianisme aussi, on a toujours eu le sentiment que voilà, il y a quelque chose de nous qui est là aussi. Mais qu'est-ce qui fait qu'on s'y intéresse autant? Bon, c'est une ville sainte pour les Juifs, une ville sainte pour les musulmans, une ville sainte pour les chrétiens aussi. Quel est l'attrait de Jérusalem? C'est la capitale du monothéisme tout court. Religieusement, je ne sais pas, je ne crois pas qu'il y a de grandes différences entre le judaïsme, le christianisme et l'islam. Les derniers se voient justement comme des continuations du premier. Donc c'est clair, ça a toujours eu un rôle fondamental dans l'identité religieuse des trois sectes du judaïsme, en quelque sorte. Et donc, dans la période ottomane, particulièrement pour les musulmans et pour les juifs, quelles ont été les grandes lignes de l'histoire de Jérusalem dans cette période-là? Les grandes lignes de Jérusalem, c'était finalement une ville provinciale de la province de Damas pour la plupart du temps. Ça changeait à la toute fin, mais la plupart du temps, c'était j'hésite à dire presque un village avec une grande signification religieuse. Donc, une certaine importance aussi pour l'économie du pèlerinage, qui dans les trois religions jouait un certain rôle. Okay. Mais c'est surtout, je dirais, pour les chrétiens et pour les puissances étrangères chrétiennes qui, à partir du 18e siècle, cherchent à tout prix à protéger, à trouver, à identifier, à créer des minorités et les protéger, que les Russes, dans un premier temps, mais aussi les Français et les Anglais, cherchent à influencer ce qui se passe dans les sites religieux chrétiens et dans la communauté religieuse chrétienne du Proche-Orient. Et elle a joué un rôle dans le conflit israélo-palestinien, mais bien avant la création d'Israël. En fait, elle a joué un rôle dans le conflit entre Juifs et Arabes. Je ne sais pas s'il y avait un grand conflit vraiment avant la venue des grandes puissances étrangères en tant que puissance mandatrice après la Première Guerre mondiale. C'est sûr qu'ils cherchaient des droits d'ingérence et c'était surtout auprès de la communauté chrétienne. Donc, ils avaient développé le réflexe que voilà, ils ont leur mot à dire, que ce soit en Palestine, que ce soit au Liban, que ce soit dans les Balkans. Un conflit entre Juifs et Arabes, c'est vraiment à la toute fin de l'Empire ottoman, avec la chute de l'Empire. Donc à l'aube de la Première Guerre mondiale. Oui, à l'aube, sinon la veille. Oui, bien, expliquez-nous justement. C'est sûr qu'il y avait déjà l'immigration juive zioniste avant au 19e siècle. D'ailleurs, il y avait déjà une immigration zioniste chrétienne, c'est quelque chose qu'on ignore parfois. L'idée justement que Zion, Jérusalem, comme site projeté dans le futur du rassemblement des croyants, que ça joue un rôle dans la culture à la fois juive et chrétienne aussi. Donc depuis la fin du 19e siècle, une partie de l'immigration européenne vers l'Empire ottoman. C'est quelque chose qu'on ignore aussi, qu'il y avait des migrants, des paysans, des fermiers qui se sont dirigés vers l'Empire ottoman plutôt que vers l'Amérique du Nord. Et de ceux-là, il y avait toujours une minorité qui avait un intérêt particulier pour la ville sainte. Donc, beaucoup de gens ont conflué vers Jérusalem. Je dirais même pas beaucoup. Non, c'était minoritaire, mais symboliquement très, très fort. OK, d'accord. Est-ce qu'il a donc augmenté les tensions, finalement? Les tensions, je crois, il n'y a pas de tension véritable avant la mise en place du mandat britannique sur la Palestine. Qui a suivi la Première Guerre mondiale. Qui a suivi la Première Guerre mondiale. Et là, donc, quelles ont été les tensions à ce moment? Avec simplement une puissance étrangère qui ose, qui prend le contrôle administratif, politique d'un territoire souverain jusque-là, sous l'Empire ottoman, et qui favorise même l'immigration d'une population européenne, d'occurrence juive, et qui donne un cadre juridique et politique pour qu'ils achètent de plus en plus de terres, même si aussi, au début, la minorité européenne juive était pas si importante que ça. Le simple fait qu'ils ont des droits et qu'on leur accorde une protection formelle, notamment par la déclaration de Balfour et par toute la structure des mandats finalement, c'est sûr que ça brimait entièrement les droits des gens qui habitaient là depuis des siècles et des siècles. Et ensuite, il y a eu la création de l'État d'Israël et un an, à peine moins de 2 ans après, la guerre a éclaté. La guerre a éclaté le lendemain, en quelque sorte, ou directement le lendemain. C'est sûr que les Anglais, la Grande-Bretagne, a réalisé qu'ils ne pouvaient pas remplir les deux promesses envers les deux peuples. La Première Guerre mondiale a terminé sur une note de demande d'autodétermination des peuples, et plus précisément avec des promesses formelles faites aux Arabes, on ne sait pas à quels Arabes, mais aux Arabes pour un État arabe. Et en même temps, on avait promis à favoriser l'installation des Juifs en Terre Sainte, dans la région de Jérusalem, pour avoir leur foyer national.
Donc les Britanniques se sont rendus compte que les deux promesses n'étaient pas à concilier. Et à une époque où ils étaient de toute façon en train de décoloniser ou chercher à décoloniser, que c'était en Inde ou dans des régions de l'Afrique, ils se sont lavé les mains finalement de cette catastrophe qu'ils ont créée. Et là, donc, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce conflit-là perdure. Est-ce que, et j'ai l'impression que la décision de Donald Trump a été perçue par la communauté internationale, à tort ou à travers, mais comme étant une prise de position vraiment claire pour le côté israélien. Est-ce qu'on se trompe en ayant cette interprétation-là de la décision du président des États-Unis? C'est la position que je défends, en fait, d'une continuité plus que d'une rupture avec cette décision, parce que si l'on regarde ne serait-ce que les chiffres et les faits de soutien états-unien à la politique israélienne et à Israël depuis au moins les années 70, on n'a aucun équivalent de ce soutien-là aux Palestiniens. Donc la posture de neutralité ou de symétrie ou d'équilibre que l'on ferait jouer aux États-Unis dans une analyse n'est juste pas tenable sur le plan factuel. Donc ce qui change aujourd'hui, c'est le dernier ornement. En fait, c'est très ornemental. C'est vraiment le petit détail qui retenait de pouvoir dire qu'il y avait un soutien total à Israël. Mais on était dans le domaine du symbolique et de l'ornemental, et on n'était pas du tout dans le domaine massif, factuel, économique, militaire. Voilà. Mais alors, est-ce que ce dernier geste va faire dérailler le processus de paix, ou au contraire, est-ce que, comme le prétend Donald Trump, c'est pas une façon de le relancer, de le penser différemment? Alors, parler de processus de paix revient à considérer qu'il y a deux parties qui ont les mêmes pouvoirs et les mêmes rapports de force dans un processus, ce qui n'est pas le cas. En fait, il y a un processus qui est celui de la colonisation. C'est l'analyse que font les historiens, les historiennes de ce qui se passe. On a un processus de colonisation de peuplement qui n'est pas un processus de paix du point de vue palestinien, bien entendu, parce que chaque jour, des maisons sont saisies, des habitants expulsés, près d'un Palestinien sur trois, plus de 2 Palestiniens sur 3 dans le monde n'habitent pas chez eux parce que ce sont des réfugiés. Donc, il est difficile de parler pour eux d'un processus de paix, et encore moins aujourd'hui, mais l'essentiel structurel, événementiel, factuel, en fait, est mis en place à leur détriment bien avant cette décision symbolique qui est importante à leurs yeux, mais qui vient en fait conclure un cycle d'écrasement colonial qui a commencé bien avant et que soutiennent les États-Unis. Et vous, M. Winter, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une occasion de relancer le processus de paix ou... Justement, je suis d'accord avec mon collègue. Il n'y a pas de processus de paix, tout simplement. Il n'y en a pas. C'est un discours qu'on donne aux audiences en Occident. Depuis 1993, depuis qu'il y a eu ce fameux accord d'Oslo entre les Palestiniens et les Israéliens, qui aurait dû mener à une paix finale, une entente finale sur une solution de 2 États dans la région. Mais la réalité, c'est comme M. Romani a dit, la colonisation sans cesse. Depuis 1993, le nombre de colons israéliens dans les territoires occupés a triplé. Donc, encore une fois, les Palestiniens ne sont pas dupes d'une annonce politique. Ça ne change strictement rien. Donc, du côté palestinien, ça ne change rien. Mais est-ce que, pour les Israéliens, ça peut les encourager à revenir négocier? Non, encore moins qu'avant, j'imagine, parce qu'ils ont vraiment, ils ont rien gagné par les négociations. La seule chose qu'on peut dire, c'est peut-être du point de vue américain, c'est vraiment l'enterrement de la politique de 2 États, qui reste jusqu'aujourd'hui la politique officielle à la fois d'Israël, des États-Unis, du Canada, du monde entier. Mais là, je crois qu'on laisse tomber les prétentions qu'il y a quelqu'un qui fait quoi que ce soit pour promouvoir cette solution. Alors, très rapidement, pour conclure, quel impact aura cette décision sur la stabilité du Proche-Orient, sur le conflit dans la région, à court et moyen terme, à votre avis? En tant qu'historien, on fait bien de ne pas prédire le futur. D'office, je ne vois pas que ça mènera un grand changement. La violence qu'on voit actuellement, c'est pas sur un très haut niveau parce que les Palestiniens n'ont pas le moyen ni militaire, ni même diplomatique, parce qu'on les laisse tomber un petit peu partout dans la région.
je crois qu'ils n'ont pas les moyens de faire quoi que ce soit. Et vous, M. Romani? Oui, c'est poursuite de l'éradication politique des Palestiniens, avec quand même une promesse de répression qui vient avec des contrats d'armement, des contrats d'équipement policier, parce que les populations des sociétés arabes ne sont pas dupes des trahisons envers la Palestine de leurs dirigeants. Et donc, ce n'est pas un hasard si les contrats d'armement massifs qui sont faits aux Saoudiens vont aider en fait le régime saoudien à maîtriser ses propres mécontentements et ses propres contestations par rapport à la politique étrangère. Vincent Romani, Stéphane Winter, tous les deux de l'UQAM, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci à vous. Merci.